Comment sont perçues les femmes de nos jours? Que deviennent-elles? Quels sont leurs droits, leurs rôles? Sont-elles destinées à être inférieures aux hommes? Ou au contraire, sont-elles destinées à être supérieures? Peuvent-elles être égales face à l'homme? Reviennent-elles de loin? Ou à l'inverse, se préparent-elles à leur descente aux enfers? Pour comprendre cela, je t'invite à t'installer confortablement afin d'être le plus à l'aise possible pour regarder cette vidéo. Aussi, petit disclaimer, avant de débuter notre sujet, je t'invite tout d'abord à regarder ma vidéo sur les relations sociales pour que tu puisses avoir un avis plus idyllique autour du comportement humain, dont on va parler dans cette vidéo. Je tiens également à dire que dans mes propos, qui vont être tenus, sont en grande partie une opinion subjective, mais avec plusieurs parcelles d'objectivité pour qu'un minimum de personnes se sentent concernées. Je t'invite également à t'abonner si tu veux pas rater l'épisode 2 qui concernera cette fois-ci le positionnement des hommes dans la société. Eh bien, si on est tout bon, on va pouvoir répondre à ces différentes questions vues précédemment. On est parti pour faire un retour en arrière sur le positionnement des femmes dans la société. Rappelez-vous qu'il y a une époque, la femme était perçue bien différemment d'aujourd'hui. Et cela, c'était le cas pendant plusieurs milliers d'années, jusqu'au 20e, voire 21e siècle. Mais pourquoi un changement si brutal? Comment cela se fait qu'en plusieurs centaines d'années d'existence, la femme est reconnue comme elle devait l'être depuis le tout début? Pourquoi que maintenant? Est-ce tout simplement la différence de physique naturelle entre nos deux sexes? Que l'homme est naturellement bâti plus fort et robuste qu'une femme? Car depuis les temps anciens, notamment au temps néolithique, c'était à l'homme de se charger de la chasse, de ramener la nourriture au dortoir, de sacrifier son corps pour sa troupe, tandis que la femme était plus capable de s'occuper des enfants, à enfanter et créer la vie, à éduquer et nourrir son enfant, mais aussi de protéger son petit quand l'homme n'est pas là. Voilà tout l'aspect qui nous amènera par la suite à la dominance de l'homme sur la femme. Il est physiquement plus fort et résistant que cette dernière, et dans la nature, on le sait tous, mais cela revient à la loi du plus fort, et c'est le plus fort qui gagne, qui domine les êtres qui ne sont pas à la hauteur de lui. Or, ici on a vu, mais l'homme est naturellement plus tenace qu'une femme, ajoutant son rôle d'enfanter et de donner la vie, et on a là une distinction propre entre les deux sexes. Revenons alors au temps plus présent. Depuis le début de l'espèce humaine, une hiérarchie naturelle s'est posée, et cela, on peut l'expliquer dès le Moyen-Âge, car globalement, les gens s'appuyaient sur l'origine d'Adam et Ève, racontée dans la Genèse, auquel était expliqué que l'homme était supérieur à la femme, du fait qu'Adam était créé par Dieu avant Ève. Et c'est principalement de cette base auquel tous les êtres de l'époque se sont référencés. Et on retrouve dans ce livre les propos qu'on a vus précédemment. Et si on devait une fois de plus retenir plusieurs propos évoqués dans le livre, qui concernent nos deux sujets, les souffrances corporelles auxquelles sont voués les deux sexes sont donc distinctes. L'homme devra travailler à la sueur de son front pour produire et donc s'ouvrir nécessairement sur le public. La femme devra accoucher dans la douleur, travail d'enfant, qui lui assigne la fonction de reproduction dans la sphère privée, malgré un discours chrétien qui insiste aussi sur l'égalité entre l'homme et la femme face à Dieu. C'est bien cette hiérarchie originelle entre les sexes qui explique la forte domination masculine médiévale. Une femme ne peut s'accomplir pleinement, exclusivement, à travers ses fonctions de reproduction maternelle. Voici jadis comment elle était perçue préalablement par la société. Considérée comme sexe faible, car dans la pensée médiévale, toutes les femmes sont des filles d'Ève, et donc inférieures à Adam, c'est-à-dire à l'homme. Mais cela ne va pas s'arrêter là, puisqu'au fur et à mesure du temps, les femmes n'auront plus le droit d'accéder à certains lieux, et même d'avoir de nouvelles lois, les nuisant encore plus au passage. Cela peut aller à la loi de 1310 du Conseil des 7 d'Orvieto, décidant que les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans le palais du peuple, ni même à accéder aux escaliers, ou même à Florence, auquel une profusion de lois affirme avec vigueur que les lieux où se déploient les actions judiciaires et politiques sont interdits aux femmes. Vous avez compris, mais les hommes profitent de plus en plus de ce bienfait par rapport aux femmes. Je pourrais de plus vous citer encore plus d'exemples sur l'origine de leur statut et de leur fonction au sein de la société. Et cela même avec la Révolution française, qui avait pour la base la libération du peuple français. Mais alors, qu'en est-il du XXe et XXIe siècle? Pourquoi cette attribution a subitement changé? Est-ce de part à cause de la guerre, ou simplement que l'homme se noue de plus en plus d'intelligence et de raisonnement au fur et à mesure du temps? L'homme a-t-il compris que la femme ne doit pas être comme il le pense? Et a raison de cela, puisque le patriarcat de l'homme, qui jusque-là fonctionnait comme dit précédemment,
a soudainement changé à partir des années 1970. Ce concept-là a été revisité dans ses fondements, notamment de prime abord des différentes vagues féministes pour désigner un système social d'oppression des femmes par les hommes. Et même dès la fin du 19e siècle, le mouvement de la législation des femmes, menant par la suite aux suffragettes, commençait à se faire sentir, rassemblant des militantes et militants pacifistes afin d'obtenir l'égalité entre hommes et femmes, notamment mené par Millicent Garrett Fawcett, auquel par la suite les femmes obtiendront de plus en plus de droits et de pouvoirs au sein de la société. Une certaine combativité naît au sein de notre communauté féminine. Rien à voir déjà avec celle d'il y a moins de 100 ans. La plupart de ces femmes, elles, avaient peur de leur père, de leur mari, peur de leurs contradictions à leurs égards. Elles qui se réfugiaient avec leurs copines pour discuter de leur vie, faisant ménage et travail au domicile, pour accompagner l'homme dans sa difficile routine de travail. Peut enfin s'y mettre elle aussi. Elle, qui avait une éducation assez limitée, peut enfin se mettre à profit. La femme peut désormais prouver de quoi elle est capable, et son potentiel est grandiose. Alors elle ne perdra pas son temps, puisque dans les années à venir, notamment par exemple en France, auquel le droit de vote et la légibilité sera accordé aux femmes en 1944. Avec l'ordonnance du 21 avril, et du fait de ce grand événement, plusieurs revendications seront portées aux femmes, notamment dans le domaine de la vie sociale, économique et politique, auquel le peuple milite pour une réelle égalité. Par ailleurs, entre 1945 et 1974, le sexe féminin aura davantage de droits acquis, notamment dans le domaine de la contraception, qui faisait grandement débat, et de l'autorité parentale conjointe. Nous aurons surtout le 17 janvier 1975 le droit de l'avortement pour les femmes en France, porté par la GOAT, qui est le ministre de Santé de l'époque, Simone Veil. Et petit aparté, il y a quand même des gens qui critiquent le fait que la femme avorte, donc de tuer un être vivant pour certains, ou de tuer un embryon qui n'est même pas encore né. Mais ces critiques viennent généralement des hommes qui, eux, ne peuvent même pas avorter. Enfin, tu ne critiques pas quelque chose auquel tu n'es pas du tout concerné, voire peu si à la limite t'es les peurs de l'embryon concerné. Le dilemme avec l'avortement, eh bien c'est soit tuer un embryon, mais quelque chose qui n'est même pas né techniquement et qui ne souffrira point, enfin, à vous de voir ça. Ou alors de tuer la mère elle-même, un enfant qu'elle ne désire pas et qui l'attachera jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut rendre cette personne complètement dépressive, et je ne parle même pas de l'enfant. Surtout que si le père se révèle être le violeur de la personne concernée, qui ne peut techniquement rien faire, ce qui je trouve est l'une des injustices les plus colossales qu'un humain pourrait subir. Mais bref. De plus, nous aurons de 1975 à 1993 tout ce qui toucherait à l'IVG, la réforme des divorces ou même l'égalité professionnelle. Ce qui d'ailleurs, à cette période, une question faisait polémique. Cette dernière c'était « Battez-vous votre femme ?» Aïe aïe aïe. Mais comment peut-on poser des questions comme ça? On l'avait vu sur la vidéo des relations sociales, mais battre sa femme était vraiment si normal? Est-ce à cause des paroles des différents livres présents des religions qui est la cause de cela? On l'a vu, l'homme est présenté comme supérieur à la femme, mais est-ce pour autant la raison de la battre? Eh bien, d'après cette interview d'Ina Société, en 1975, assez peu de monde considérait que battre sa femme était normal, voire même, pour certains, considéraient ça comme un crime, ce qui est déjà une très bonne évolution dans l'état d'esprit des gens, comparé il y a moins de 100 ans. On voit que les lois ne sont pas là pour faire joli, et que le peuple prend ça au sérieux, même si évidemment il y a encore du chemin à faire. Mais bon, les gens de cette époque n'ont pas pu être renseignés par l'incroyable état d'esprit qu'est Sanjay V-Smoke, et sa perception gargantuesque vis-à-vis des femmes. Mais passons. Mais malgré ça, les chiffres à propos des femmes battues n'étaient point en descente. Au contraire, cela a même augmenté depuis le 1975. Par exemple, d'après l'Observatoire national des violences faites aux femmes, en 2019, en moyenne, le nombre des femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles, commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes. Ce chiffre, qui est déjà énormément colossal, peut vraiment nous faire interroger le pourquoi du comment. Est-ce toujours à cause des traces qu'a pu laisser certaines religions, comme ce qu'on a vu dans le livre de la Genèse, présentes dans le christianisme et le judaïsme, ou alors avec d'autres religions, telles que l'islam, auquel dans le Coran, il est dit que si une femme désobéit à son mari, il faudrait l'exhorter, qu'elle s'éloigne du lit et surtout de les frapper. Une femme doit obéissance à son mari, dans tous les cas, dont la raison de la présence de leur voile, ce qui à la base a pour symbole de modestie et d'obéissance. En plus de la position sociale, le vêtement est ici un signe d'instrument visant à permettre aux femmes d'apparaître sur la scène sociale et d'être déstabilisées, qui est la rigide distribution des rôles imposée par le pouvoir masculin. Donc on voit bien que depuis des lustres, la femme est imposée comme inférieure aux hommes, voire même à être frappée si cette dernière ne correspond pas
aux attentes des hommes. Alors que malgré les nouvelles lois, instaurées récemment, cela ne suffit toujours pas à inculquer à d'innombrables ordures à battre sa conjointe. D'un, parce que c'est une sorte d'acquis social, et pour d'autres, c'est normal d'y procéder, en vue des paroles vis-à-vis de ses croyances. Mais est-ce vraiment la cause des religions ? Ou bien est-ce juste par instinct que l'homme peut frapper la femme parce que ce dernier sait généralement qu'il est plus fort physiquement et qu'il peut abuser de ce pouvoir comme un dictateur pourrait le faire. Et de là, celui qui était à côté de moi qui me tenait a passé la main dans mon t-shirt. Il m'a tripoté la poitrine. Et là, j'ai compris qu'ils n'étaient pas juste là en fait pour prendre un ordinateur et un peu d'argent qui était dans la Il caisse. m'a enfoncé le spéculum. Voilà, j'étais vraiment pas bien parce que j'étais prise par surprise déjà et puis la douleur. Je lui ai dit, j'étais vraiment crispée de douleur et il m'avait dit arrête de bouger. Et là, ils commencent à me déshabiller, à me prendre en photo. Ils sont en train de s'amuser, rigoler. Ils ont exercé une emprise sur moi, donc une emprise psychologique en essayant de me couper des membres de ma famille, de me couper surtout de mes amis. Ensuite, petit à petit, d'autres types de violences ont commencé. Donc il y a eu par exemple des violences physiques, ça pouvait être me pousser, me pincer quand il était contrarié, quand il était frustré. Il y a aussi eu des violences sexuelles, donc ce qu'on appelle des viols. Des paroles avec, je vais boire ton sang. Je vais boire ton sang. Je vais boire ton sang, oui. Je vais te démembrer, enceinte ou pas, tu vas morfler, je vais te fouetter comme jamais. J'ai des kilomètres comme ça de phrases qui m'a déjà sorti. Et vous étiez enceinte? J'étais enceinte, oui. À 20 ans, quoi. 21. On est dans un impensé total. Et dans cet impensé, il y a, parce que depuis 50 ans, il y a le travail des féministes de génération après génération, elles ont fini par ouvrir une petite fenêtre. La petite fenêtre de l'envisageable et du concevable, c'est le viol qui est commis de nuit sur un parking avec une arme. Et là, on se dit que oui, peut-être éventuellement, ça a pu se produire. Mais hormis ça, la femme depuis très récemment essaie de s'accrocher, d'atteindre un palier qui la placerait au même titre que les hommes, face à ces derniers, auxquels pour certains, cela va à une totale incompréhension vis-à-vis de cela. Malgré ceci, cela n'empêchera point pour la femme à atteindre encore plus de droits, comme par exemple la parité hommes et femmes, et la féminisation des noms des métiers entre 1993 et 2003. Ce qui nous amène à la lutte contre les violences faites aux femmes, et de la suppression des écarts de rémunération entre 2004 et 2016. Jusqu'à qu'enfin, de 2017 à aujourd'hui, nous avons la libération de la parole et la lutte contre les violences, plus le PMA et droit à l'avortement renforcé, auquel ce dernier a fait débattre, notamment aux États-Unis, répertorié par des hommes, évidemment. Vous l'aurez compris, la femme depuis ces dernières décennies prend peu à peu le statut qu'elle aurait dû toujours avoir, enfin, je dis ça, mais dans certains pays. Car pour certains, les hommes se basent encore trop sur leurs croyances ou de leur positionnement. L'homme évolue dans son temps, que cela soit au niveau de son statut physique que mental. Son intelligence grandit au fur et à mesure des époques. Est-ce aussi pour ça qu'aujourd'hui la femme peut trouver une place égalitaire au niveau du sexe masculin ? De la prise de conscience sur le traitement de ces dernières, voire même à contredire les livres ancestraux inculqués aux hommes depuis leur venue au monde. C'est bien beau cela, mais qu'en est-il de la femme d'aujourd'hui? Que deviennent-elles? Perdent-elles de leur féminité? Ou au contraire, est-ce qu'elles deviennent plus fortes que jamais? Eh bien, c'est ce que nous allons voir de suite avec... Alors, on a vu que les femmes ont bien gravi des échelons pour arriver jusqu'à là. Mais maintenant, qu'en est-il? En ce temps-là, le sujet du statut égalitaire a pris de moins en moins de place dans l'état d'esprit de la société. Enfin, elle n'est plus aussi mise en avant qu'avant. Car en vue des deux sexes travaillant pour servir la société,
Le sujet de l'enfant revient peu à peu à débat, puisque pour élever des enfants, il faut bien des personnes qui s'occupent de ça. Et qui de mieux qu'une femme douce et gentille pour s'en occuper? Surtout que c'est elle qui donne la vie, donc c'est son rôle de mère de s'occuper de cet enfant. Et c'est principalement cette base-là qui fait plus sujet à débat aujourd'hui. Car le train de vie d'aujourd'hui, qui consiste à boulot, manger, dodo, et ça c'est difficilement jouable pour toute personne, en particulier pour ceux possédant des enfants, car il faut bien s'occuper d'eux, les nourrir, les loger et de les éduquer. Et généralement, c'est bien la mère qui doit s'occuper de ça, car premièrement, c'est elle qui donne la vie, et donc c'est une sorte de rôle naturel qui lui revient de droit premièrement, à s'occuper de l'enfant, en plus des congés maternels qu'elles peuvent avoir dans certains pays. Et avec ce rôle-là, cela amène évidemment à plusieurs inégalités par rapport à l'homme, car généralement, c'est la femme qui s'occupe plus de l'enfant, et donc elle peut avoir de moins en moins de temps au travail, et donc gagner moins qu'un homme qu'elle pourrait gagner. Et ça, c'est plusieurs cas dans d'autres domaines, etc., etc. Elles ont donc bien un rôle inculqué depuis toujours, que cela soit avec ou sans loi. Or, les femmes ont tout de même pris une part importante dans la société d'aujourd'hui, que cela soit dans la culture cinématographique, musicale ou tout simplement artistique. Elles ont réussi à se détacher de l'homme qui la maintenait sur place, telle une boniche à faire les ordres qu'on lui donnait. Mais aussi avec cette mise en avant dans la société, il y a bien des endroits où il y a des failles quelque part. Et cela, on le trouve encore plus aujourd'hui. Je parle bien sûr de la perception sur le corps de la femme en elle-même. Non mais ne me dites pas que c'est un minimum sexualisé. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait tous les mettre en armure blindée. Au contraire, il faut bien évidemment laisser une part de féminité dans leur tenue qui pourrait être stylée et réaliste à la fois, mais pas en string en plein hiver ou au milieu d'un champ de bataille. Tout le mainstream autour des personnages féminins, dans les œuvres d'aujourd'hui, pourrait vraiment gâcher le personnage en lui-même. Et derrière tout ça, il y a un côté marketing derrière. Bah oui, c'est mieux de montrer une fille bonne au gros sein pour vendre ton jeu ou ton film et d'attirer un maximum de public. Les femmes aujourd'hui sont représentées comme des objets sexuels avec des corps beaucoup trop parfaits et sculptés, que plein de filles pourraient complexer sur ça, jusqu'à arrêter de manger pour certains, car elles se trouvent trop grosses, alors qu'elles sont plus fines qu'une aiguille. Cette trop gros mise en avant pourrait clairement gâcher le personnage qui, elle, pourrait vraiment être intéressante. Regardez les jeux vidéo ou les animés. Quelle est cette absurdité de mettre toujours plus gros? C'est pas ça qui fera d'elle un bon personnage. On l'a vu récemment, mais on peut avoir un personnage ayant son côté féminin, tout n'étant pas dans l'excès. Ce que Kena nous montre bien d'ailleurs. Pareil récemment avec Elden Ring, auquel Malenia est à la fois la boss la plus dure des Souls, donc une femme, en gardant son côté resplendissante et badass en même temps. La femme peut être tout aussi badass et fort qu'un homme, mais à sa manière, car on le voit récemment, mais ces dernières manifestent de plus en plus pour leur avenir, pour leur positionnement, mais aussi pour un sujet très controversé en ces temps-ci, leur orientation sexuelle. Et à raison de cela, depuis ces dernières années, la communauté LGBT a plus qu'explosé dans la société, notamment du côté de la nouvelle génération, auquel on pourrait croire que plus de 20% des jeunes et jeunes adultes pourraient faire partie de cette communauté. Mais pourquoi un changement si soudain? Est-ce d'une part à cause des violences faites aux femmes par les hommes, que ces dernières ont eu peur et qui pourraient les dégoûter du sexe masculin, ou bien aussi une part d'influence aux côtés d'Internet, notamment Netflix, mettant le plus en avant cette communauté, et ainsi influencer ces dernières, et remettrait en question leur orientation sexuelle. Avec ceci, aux côtés de leur entourage proche, notamment de ses amis, changeant petit à petit. Également au collège ou au lycée, période auquel un enfant se cherchera le plus souvent, ou juste simplement parce que c'était leur destin depuis leur gène à leur naissance. À vous de faire votre avis là-dessus. Mais cela n'empêche pas qu'une autre communauté n'a cessé de s'accroître ces dernières années, telles les féministes. A contrario des féministes du XXe siècle, ceux d'aujourd'hui, pour les plus poussés, sont vraiment assez haineuses envers le sexe masculin. Masculiniste, ah oui, voilà, je peux vous dire la même chose. Je peux vous dire la même chose, je peux dire que vos études sont faites par des énormes féministes. Enfin, là, on va pas s'en sortir. Bah ça, par contre, c'est ouais, chouette, bon, alors, parce que les féministes, elles tuent personne, elles violent personne. Donc, en fait, ça, c'est autorisé. Le masculinisme, c'est pas autorisé, c'est la discrimination. D'accord. Ah oui, masculinisme et féminisme, ceci n'est pas symétrique. Voyez. Je vous laisse débattre en commentaire à propos de cela. Mais pour répondre à tous les pro-féministes, c'est que tout le monde est ou doit être féministe, évidemment. L'être ne veut pas dire de mettre tout au féminin et que le masculin c'est terminé maintenant, alors que non. Être féministe, c'est juste vouloir que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, sans tomber dans l'excès. Si tu ne l'es pas, c'est que tu es tout simplement misogyne. Mais avec l'avènement qu'a pris l'internet ces dernières années, cela a changé pas mal l'état d'esprit des gens. Je le dis et re-redis, mais tout ça peut être causé par l'influence sur ces états d'esprit.
Alors attention, je dis pas qu'il y a que des mauvaises influences. Au contraire, mais il y a aussi bien souvent une influence négative que pourrait avoir plusieurs conséquences sur la nouvelle génération notamment. On a vu récemment aussi dans la vidéo des sujets qui ne sont pas assez imprégnés dans notre système scolaire. Mais la part d'alcool et de drogue pourrait grandement y contribuer. Et attention, je sais que je vais en fâcher plus d'un, le rap n'est pas du tout une bonne influence pour les personnes écoutant cela. Tu vas pas me dire qu'en voyant du PNL, les jeunes ne reproduisent pas ça. Notamment, on l'a dit précédemment, mais les filles peuvent vraiment se faire influencer facilement par ce système, et cela sans même s'en rendre compte. Voulant généralement un bad boys rebelle comme petit copain, mais alors là, c'est la décadence. Et même, si elle n'écoute pas ce genre de musique, l'influence sociétale contribue à la place, remettant en question cette dernière, essayant de se chercher et de savoir qui serait la meilleure chose pour elle. On aura généralement cette fille assez bonne entente et sympa, mais dès que tu fais quelque chose de mal, elle te détruit derrière ton dos. La critique chez les femmes est à leur paroxysme, voulant toujours trouver quelque chose à dire sur une tenue, le comportement, le regard, enfin bref. Une fille en général, ça a une grande gueule. Même un gars trop gentil, pour elle, ne serait même plus adapté, tellement que c'est plus la norme dans la société d'aujourd'hui. Est-ce que les femmes se perdent-elles de plus en plus, jusqu'à rejeter leur part de féminité, leur douceur, leur genre, en plus de leur statut social? Ne savent-elles plus ce qui est la meilleure chose pour elles, qu'elles ne deviennent pas la meilleure version d'elles-mêmes? Ou au contraire, atteint-on l'apogée de leur reconnaissance sociale? Commencent-elles ou sont-elles enfin reconnues comme elles devaient l'être? Est-ce qu'elles pourraient bel et bien nous réserver de grandes choses? En tout cas, moi je vous le dis malgré tout ce qu'on vient de voir, la vraie beauté d'une femme, c'est qu'elle reste forte malgré le rôle qu'elle lui a été attribué. Et n'oublions pas, on a le droit de dire du mal des femmes, on n'a pas le droit de dire le mal d'une femme. Cuisine!